Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Nous y sommes encore cette semaine et bien sûr il y a une nouvelle thématique qui nous amène ce soir. Nous avons sur ce plateau, le format a changé, ce n'est plus un panel mais c'est un face-à-face pour parler naturellement du fleuve Niger, connaissances scientifiques sur la pollution du fleuve Niger, c'est ce qui nous amène et on ne peut pas parler du fleuve Niger au Mali sans un homme que vous connaissez peut-être sur les plateaux. Il s'agit du professeur Sidi Ba. Sidi Ba, il est maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré Eni Abete, président de la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. CNSFN. Il est auteur du livre Le péril de la pollution sur le fleuve Niger. C'est lui qui est sur notre plateau ce soir. Alors, professeur Sidi Ba, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir et merci Fabrice pour l'invitation. Très bien. Quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau? Je me réjouis d'être là et surtout quand il s'agit de GSTM qui est un des partenaires de la Société malienne des sciences appliquées, MSAS. Mais j'ai un autre sentiment parce que comme l'actualité, si vous suivez l'actualité, on a perdu hier l'ancien ministre Adama Samassi. Les obsèques sont liées hier, mais il est décédé le vendredi. Oui. Donc il nous a quittés et justement c'était lui qui a mis tout le monde ensemble pour la création de la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. Donc je suis vraiment attristé par cette nouvelle. Okay. Mais je suis quand même heureux d'être sur votre plateau, de parler du fleuve Niger, parce que je suis sûr qu'il m'aurait dit, allez Sidi, vas-y, fonce. Merci. Voilà. Merci, professeur Sidi Ba. Comment se porte l'ENI ABT? L'ENI ABT se porte bien. C'est une école de référence dans la sous-région. Nous recevons des étudiants maliens, naturellement, et d'autres de la sous-région. Bon, bien sûr que les choses peuvent être améliorées, mais de façon générale, quand même, c'est une école où il y a la rigueur dans les études et la formation est de bonne qualité aussi. Très bien. Alors, le thème qui nous amène ce soir, le thème que nous allons discuter, connaissances scientifiques sur la pollution du fleuve Niger. Et une question d'abord, dès l'entame. Pourquoi le fleuve Niger? Pourquoi le nom fleuve Niger? Et que nous appelons ici au Mali Djoliba. Ouais. Bon, il y a plusieurs spéculations sur d'où la provenance du nom. Certains disent que ça provient du Tamashek, Niger, comme cours d'eau. Bon, d'autres disent que non, c'est les Portugais, Nigro, ça vient de la Niger. Mais bon, ça, c'est pas important. Ça n'a rien à voir avec le pays Niger? Non, le fleuve a donné son nom à deux pays, okay. Le Niger et puis le Nigeria. Okay. Le nom de ces deux pays provient justement du nom du fleuve Niger. Okay. Voilà. Nigeria, c'est la version anglophone du Niger. C'est ça. Mais nous l'appelons Djoliba dans le Mandé et une bonne partie du Mali dans le sud. Mais quand vous partez au centre, on l'appelle Mayo Mango en Fulfulde, qui veut dire le grand fleuve. C'est la même chose, oui, justement. Et quand vous partez plus au nord, ils vont vous dire Issaber, qui veut dire aussi le grand fleuve en Soraï. Ok, voilà. Merci. L'importance du fleuve Niger pour l'économie malienne, nous en parlons également dans cette émission. Pourquoi le nom du fleuve? Il a expliqué l'importance du fleuve Niger, connaissances scientifiques sur le fleuve Niger, les activités humaines pouvant polluer le fleuve Niger. Est-ce qu'il y a des solutions scientifiques pour améliorer ou bien pour lutter contre la pollution du fleuve Niger? Ce sont des questions, des grandes questions, des grandes lignes que nous allons débattre. Alors, professeur Ba, l'importance du fleuve Niger dans l'économie malienne. Alors, le fleuve Niger, il est très important pour l'économie malienne, mais pas seulement, même l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous prenez le fleuve Niger, comme on parle de connaissances scientifiques, le fleuve Niger, c'est d'abord 9 pays qui le partagent. Okay. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Alors, un fleuve, ça draine toujours ce qu'on appelle un bassin versant, une surface géographique où quand les pluies tombent, les pluies vont aboutir, les écoulements vont aboutir au fleuve. Donc ça fait 1,2 million de kilomètres carrés.
Donc c'est pratiquement une bonne partie de l'espace Afrique de l'Ouest, mais pas que, parce qu'il y a une bonne partie du fleuve, du bassin du fleuve, qui est aujourd'hui asséché, donc qui remonte jusqu'en Algérie et même une petite portion en Mauritanie aussi. Mais ça, c'est la partie du bassin qu'on appelle inactif. Parce que ce bassin est inactif parce que les pluies ne contribuent plus aux écoulements dans le fleuve. C'est la raison. Sinon, si vous ajoutez tout ça, ça fait 2,5 millions de kilomètres. C'est quand même gigantesque. Okay. Alors, en plus de ça, la longueur du fleuve, il fait 4200 km de son origine en Guinée jusqu'à son embouchure au golfe de Guinée au Nigeria. Ça fait 4200 km de parcours, dont 1700 km de parcours en République du Mali. Bon, mais même là, il faut faire attention. Quand on parle de ça, c'est le parcours principal. Parce qu'il y a beaucoup d'affluents. Ça fait que si vous mettez toutes les longueurs des affluents ensemble, le fleuve, il est plus de 10 000 km de longueur sur ces différents affluents. Voilà. Donc maintenant, pour son importance, quand vous prenez le Mali, par exemple, les estimations vous diront que plus de 80% de la population malienne vivent dans le bassin du fleuve. Mais moi, mes estimations, quand j'écrivais justement le livre que vous avez évoqué à l'entame de votre propos, c'est environ entre 85 et 87% de la population malienne qui vit dans le bassin du fleuve Niger. Ça veut dire que si vous enlevez le fleuve Niger et son bassin dans le Mali, beaucoup de personnes ne vont pas y être. C'est ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est visible comme ça? Oui, c'est visible. On peut cartographier et puis faire les délimitations. Justement, c'est ce qu'on a fait pour pouvoir estimer la population qui dépend du bassin, qui vit dans le bassin. Voilà. Maintenant, les activités, comme vous savez que nous, nos pays, ce sont des activités agro-silvo-pastorales. Donc, ça veut dire que l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout ça, c'est des activités qui dépendent directement des ressources du fleuve. Que ce soit le fleuve lui-même pour ce qui est de la pêche, c'est-à-dire que le fleuve ou bien ses affluents, ou bien même ses défluents des fois. Et ça, c'est l'activité de pêche. Bon, quand vous prenez l'activité d'agriculture aussi, c'est vrai que nous avons une agriculture saisonnière, mais comme c'est dans le bassin du fleuve, ça veut dire que toutes ces terres, une bonne partie des terres cultivables au Mali se trouvent dans le bassin du fleuve. Donc, en fait, ce sont les écoulements du bassin du fleuve qui servent à l'irrigation quand c'est la pluie. Mais en dehors de ça, on fait l'irrigation aussi. Donc, ça veut dire qu'on va aller prendre l'eau directement, que ce soit dans les mares, dans les marigots, dans les rivières ou bien dans le fleuve, le cours principal du fleuve, comme ça se fait à l'Office du Niger, dans la région de Ségou. Donc là aussi, c'est directement les ressources du fleuve. Bon, en plus de ça, vous avez aussi les ressources forestières. Il y a beaucoup de forêts qui n'existeraient pas si le fleuve n'est pas là. En fait, c'est le fleuve qui alimente le sol, le sous-sol, qui permet à ces arbres de pousser, à toute cette végétation de pousser. Donc là aussi, vous savez que les gens dépendent beaucoup, que ce soit la cueillette des fruits tels que le beurre de karité, par exemple, ça en est un exemple, ou bien le néré. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous dire combien le fleuve Niger, il est vital pour l'économie du Mali. Mais pas seulement, comme je l'ai dit, quand vous prenez le Niger, ils n'ont aucun autre cours d'eau en dehors de celui du fleuve Niger. Et quand vous partez au Bénin aussi, vous savez qu'au nord du Bénin, il y a 3 grands affluents du fleuve qui viennent aussi, qu'on appelle Aliboro, il y a la Sota, et puis voilà, j'oublie le nom du 3e. Mais eux aussi alimentent le cours principal du fleuve qui fait frontière naturelle entre le Niger et entre le Bénin et le Niger. Et quand vous descendez au Nigeria, alors là, toute la région nord-ouest du Nigeria, c'est le fleuve. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la région de Sokoto. Et aller jusque quand vous partez, vous êtes pratiquement au centre du Nigeria, dans une ville qu'on appelle Lokoja. Et là, il y a un autre grand affluent. Bon, il l'appelle affluent du fleuve, mais en réalité, c'est un autre fleuve qui arrive du Tchad et du Cameroun, qu'on appelle la Benoué. Les deux se croisent à Lokoja, et puis pour alimenter et pour aller vers l'océan. Donc si vous prenez, vous savez que le Nigeria c'est un pays très verdoyant, tout comme la partie centre-nord du Cameroun. Et voilà, toutes ces régions-là, vous allez voir toutes les activités agro-silvo-pastorales dont je venais d'évoquer, dépendent directement des ressources du bassin. Donc c'est vraiment un fleuve vital pour une bonne partie de la région ouest africaine et centrale.
de l'Afrique. Très bien. Alors, la spécificité du fleuve Niger, c'est quoi par rapport à d'autres fleuves en Afrique? Bon, c'est quand même le troisième plus grand fleuve en Afrique, après le Nil et puis le Congo. Donc, c'est vous dire que c'est un fleuve qui est quand même majestueux, on va dire. Alors, les fleuves contribuent beaucoup à l'enrichissement des océans avec le cycle de certains nutriments. Quand vous prenez par exemple le cycle d'azote, le cycle de carbone, même le cycle de l'eau, parce que c'est une grande quantité d'eau douce que ce fleuve déverse dans l'océan. Donc, et la plupart des nutriments que beaucoup d'espèces marines utilisent, consomment, viennent du continent à travers justement les écoulements du fleuve. Alors, il y a aussi l'autre réveil de la médaille, on va certainement en parler, c'est que le fleuve n'envoie pas que les nutriments, malheureusement, le fleuve va envoyer aussi tous les contaminants, donc va polluer aussi, contribuer à la pollution marine aussi. D'ailleurs, le fleuve lui-même. Le fleuve lui-même, en charriant toutes les matières plastiques que vous voyez dans le fleuve à Bamako, les petits sachets, les bouteilles d'eau flottantes là. Tout ça, ça aboutit, il y en a qui aboutissent jusqu'à l'océan Atlantique avec le transport par le fleuve. Donc le fleuve, il n'apporte pas que les nutriments du continent vers les océans, apporte aussi la pollution continentale vers les océans. Okay. Alors le fleuve Niger aujourd'hui est menacé par les actions anthropiques. Quelles sont les activités humaines qui peuvent polluer le fleuve Niger et mettre tout le fleuve en danger? Ok, bon, elles sont nombreuses et variées. Quand vous prenez par exemple la plus grande activité consommatrice d'eau, c'est d'abord l'agriculture. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture aujourd'hui, on est passé vers une agriculture beaucoup plus intensive avec l'utilisation massive des engrais chimiques. Donc du phosphore, de l'azote, du potassium, etc. Et aussi, malheureusement, les pesticides pour contrôler que ce soit les insectes ou bien les mauvaises plantes qu'on ne veut pas. Donc tous ces produits chimiques-là vont contribuer à dégrader la qualité de l'eau du fleuve. Alors, en plus de l'agriculture, il y a les industries. Bon, on peut encore estimer que le tissu industriel dans nos pays est relativement faible, mais ça va croissant aussi. Et on ne peut pas négliger les quelques industries qui existent dans nos pays et qui sont d'ailleurs pour la plupart du temps installées sur les berges du fleuve ou pas loin des berges du fleuve, parce que généralement les industries sont aussi de grosses consommatrices d'eau. Après l'agriculture, c'est les industries qui viennent. Donc il y a ça. En plus des industries, vous avez aussi l'activité minière qui est très florissante dans le bassin du fleuve Niger et notamment l'exploitation de l'or. Alors, on pense quand même que l'exploitation industrielle, on maîtrise beaucoup mieux parce qu'il y a des règles, il y a un code qui gère qui définit comment on gère les contaminants concrets. On ne peut pas déverser juste dans la nature comme ça. Mais par contre, l'activité d'orpaillage, ce qu'ils appellent orpaillage, qui n'en est pas un en fait, parce que c'est très mécanisé et c'est pratiquement semi-industriel. Là aussi, ils utilisent beaucoup de produits chimiques, notamment le cyanure ou bien le mercure, qui sont aussi des contaminants chimiques très, très nocifs, surtout pour les espèces aquatiques telles que les poissons, les tortues, les grenouilles, etc., qui se trouvent dans l'eau, et même les oiseaux souvent. Et ça, il y avait aussi, parce qu'à un moment donné, c'est pourquoi je disais que l'orpaillage n'est plus en réalité de l'orpaillage, c'était mécanisé. Les gens utilisaient ce qu'on appelle les dragues aussi, pour draguer dans le dragage. Ça, c'est des engins mécanisés, motorisés. Donc là aussi, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que là, ce qui arrive, avec ces activités minières, on déstabilise non seulement une bonne partie du bassin, donc les écoulements sont modifiés. Parce que quand la pluie tombe, la nature fait qu'il y a des cheminements naturels qui sont, l'eau se ferait pour aller alimenter les cours d'eau. Maintenant, avec l'activité minière, parce que c'est des grandes tranchées qui sont faites sur des espaces relativement importants, donc on modifie d'abord les écoulements au niveau de ces zones d'exploitation. Bon, quand il s'agit, et ça va aussi, puisqu'on déstabilise le sol,
on va donc contribuer beaucoup à la sédimentation des cours d'eau, souvent même à l'ensablement du fleuve, n'est-ce pas? Alors, en plus de ça, le fait que les gens draguaient directement dans le cours d'eau, là aussi, on perturbe carrément toute l'écologie du fond du cours d'eau, et y compris les zones de frayère, là où les poissons vont aller se reproduire. Donc, tout ça contribue à mettre en péril, si vous voulez, le fleuve dans son intégrité physique. Bon, ensuite, quand vous prenez les activités urbaines, une grande ville comme Bamako ou Niamey, ou si vous partez au Nigeria, là-bas c'est des villes à millions aussi d'habitants. Alors, vous allez voir que dans nos pays, malheureusement, il n'y a pas de bon système de traitement des eaux usées domestiques. Ce qui arrive, c'est que les gens drainent directement les eaux usées dans les collecteurs à ciel ouvert qui, initialement, avaient été prévus pour drainer les eaux de pluie, pour éviter les inondations. Mais par la force des choses, puisqu'il n'y a pas de vrai système d'égout, les systèmes de collecte d'eau pluviale sont devenus un système d'égout. Donc, toutes les eaux usées de ces villes sont collectées dans ces grands collecteurs-là. Et ensuite, c'est drainé directement au fleuve. Alors que normalement, avant que ces eaux-là n'arrivent au fleuve, on devait les acheminer vers une station de traitement pour assainir l'eau usée, pour que on enlève une bonne partie des contaminants et des autres saletés, entre guillemets, avant de rejeter l'eau dans le fleuve. Mais ça ne se passe pas. Donc, ça veut dire à qui la faute? Bon, ça c'est les pouvoirs publics, hein, il ne faut pas se cacher. Vous ne pouvez pas demander à des privés de faire ça. L'assainissement des grandes villes et puis le traitement des eaux usées, c'est la responsabilité des collectivités et l'État. Voilà. Mais quand vous prenez même au Mali ou dans tous ces pays-là, les textes en fait interdisent le fait de drainer les eaux usées des villes directement. Quelle est la part de la population des fois qui est civique? Bon, la part de la population, c'est... D'abord, tout commence par la population. Ce sont quand même nos eaux usées, vous et moi et tous les autres citoyens des villes qui utilisent l'eau, et puis c'est le reste des eaux de toilettes, c'est le reste des eaux pour laver les vaisselles, la lessive, etc. Bon, maintenant, comme je dis, les infrastructures pour la gestion des déchets liquides dans une ville, ça ressort dans les textes de toute la sous-région des municipalités. Mais les municipalités aussi, on a fait en fait un transfert de compétences, mais je ne suis pas sûr que les transferts des ressources a suffisamment suivi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour construire une station de traitement d'eau usée pour une ville, c'est à coût de milliards qu'on le fait. Donc ça nécessite pas seulement que l'argent. Voilà. Donc je disais, d'abord en termes de ressources financières, ça coûte. Maintenant, ça prend aussi de la compétence. Donc, il faut des ingénieurs qualifiés pour ça, pour savoir comment on conçoit une station de traitement d'eau pour efficacement enlever les contaminants qui se trouvent dans cette eau usée. Et ça relève du pouvoir public? Oui, c'est les pouvoirs publics. Il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent, en partenariat, même s'ils peuvent faire ça en partenariat avec le privé, c'est-à-dire le partenariat public-privé, ça commence quand même par les pouvoirs publics. Est-ce que vous voyez? Donc ensuite, même si ces infrastructures sont là, c'est des infrastructures qui doivent opérer 24 heures sur 24. Donc ça demande toute une organisation. Donc en un mot, c'est une industrie carrément de gestion des déchets liquides qui doit être érigée. Bon, dans notre cas, on n'a même pas résolu le problème de la gestion des déchets solides d'abord, comme vous le constatez. Donc ça veut dire que les problèmes ne vont que s'accumuler. Ok, vous avez écrit le péril de la pollution sur le fleuve Niger. Qu'est-ce que vous avez réellement dit? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est des solutions qui sont proposées là. Vous avez exposé les problèmes. Vous avez donné des approches de solutions. Oui, alors le document, le livre, quand je l'ai écrit, justement, d'où est partie l'initiative de ce livre. Moi, j'étais à l'époque au Canada, je venais juste de finir ma thèse. Et puis, je suis venu à une des conférences de EMSA, c'était en 2014. Alors, justement, un matin, quand je traversais le pont Fad, je voyais à l'entame du pont, à ma gauche, il y avait un grand dépôt d'ordures dans le lit du fleuve et une partie de ces déchets, parce que c'était en période jouée et que les eaux étaient en train de monter. Donc il y a une partie des déchets qui étaient en train de dériver dans le coulement du fleuve. J'ai dit, mais ça, c'était pas possible qu'on accepte des choses comme ça.
Et voilà, donc j'ai écrit un article que j'ai publié dans l'essor, le quotidien gouvernemental à l'époque, mais je n'ai pas senti l'effet. Je m'attendais à être interpellé par-ci, par-là, pour voir quelle est la solution. Ça n'a pas eu cet effet. Je me suis dit que je dois faire plus. Donc c'est là que j'ai décidé d'écrire le livre. Alors le livre, je parle pratiquement de tous ces aspects de pollution, que ce soit urbain, agricole, industriel, minière, etc. Et même les effets naturels aussi, parce que le fleuve Niger, il est dans un contexte soudano-sahélien. Et donc, il subit beaucoup l'influence du changement climatique. Okay. Donc, j'ai évoqué toutes ces problématiques dans le livre, mais un livre vraiment très synthétique dans un langage qui n'est pas que scientifique. J'ai essayé de dire ce que la science derrière les conséquences de ces différents types de pollution. C'est ce que j'ai écrit dans le livre. Et justement, à la fin du livre, j'ai justement fait aussi des propositions de solutions. Par exemple, j'ai demandé à ce qu'on revoie le cadre juridique pour qu'il soit renforcé et puis revoir aussi un peu le cadre institutionnel. Et aussi, justement, j'appelais à ce qu'il y ait des actions vigoureuses pour l'assainissement, par exemple, des villes pour mettre fin à la pollution urbaine. Donc, ce sont tous ces aspects qui ont été évoqué dans le livre. Alors, il y a un plan national qui a été installé, nous disons en 2019, un plan national pour faire face aux attaques ou aux menaces telles que la pollution, l'ensablement, le dragage. Mais est-ce qu'ils ont baptisé ça le programme national de sauvegarde du fleuve Niger, PNS-FN. Est-ce que c'est suite à vos sorties ou bien à la sortie de ce livre? Est-ce que vous avez vu qu'il y a ce plan national qui a coûté 2,2 milliards d'euros? Est-ce que vous avez eu l'impression que les lignes ont un peu bougé? Alors, c'est très prétentieux de ma part que ce plan soit l'initiative, l'idée de ce plan vienne de mon livre ou de mes actions, je ne pense pas. Peut-être le livre et puis toutes les activités que je mène avec beaucoup d'autres acteurs, des collègues, je vous ai parlé de notre coalition nationale, oui. Bon, même si, parce que la coalition même elle a été créée en 2019. Donc je sais qu'il y avait plusieurs acteurs justement qui travaillaient voilà, dans les coulisses par-ci, par-là. Donc je pense que c'est une synergie d'action qui a certainement poussé les pouvoirs publics à élaborer ce plan. Mais quand vous voyez ce plan, est-ce que le plan aujourd'hui, si vous voulez juger ce plan, est-ce que vraiment ça a porté ses fruits? Est-ce que ça a tenu? Est-ce que les fleurs ont tenu les promesses? Bon, comme un plan, c'est sur le court, moyen et long terme, c'est quand même difficile de dire qu'on voit l'impact du plan parce que le fleuve, il est de plus en plus pollué. Ça, c'est à vider. On n'a pas besoin d'être expert pour savoir que le fleuve, la pollution ne fait qu'augmenter. Parce que la population de Bamako augmente, il n'y a pas de station de traitement municipal des eaux usées. Et les quelques initiatives qui existent ne sont pas à vider suffisantes. Alors, maintenant, il ne faut pas quand même penser que tout est négatif. Je pense que le fait d'avoir un plan, c'est déjà un grand pas. Maintenant, je pense que la situation générale du pays fait que l'environnement et l'assainissement ne sont pas les priorités actuellement, et pour une bonne raison. Parce qu'un pays qui lutte pour sa survie sécuritaire, vous comprenez que ce n'est pas ce département qui va drainer les fonds. Bon, surtout que tous nos partenaires traditionnels qui nous appuient beaucoup dans les actions de lutte contre la pollution et de l'environnement, en tout cas, sont très timides actuellement, vu compte tenu de la situation du pays. Alors, mais je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, moi, la plus grande inquiétude, je vous parler de ce plan, parce qu'en dehors de ce plan, le fleuve Niger, il est quand même, comme on l'a dit, en partage avec 9 autres États. Et il y a une organisation régionale qui s'appelle l'Autorité du bassin du Niger, qui est basée à Niamey, qui s'occupe justement de l'avenir du fleuve. Alors, et quand vous regardez l'ABN, à part le Tchad et puis le Cameroun, tous les autres membres là sont des pays membres de la CEDEAO aussi. Alors maintenant, le fait que le Mali ait décidé de quitter la CEDEAO, moi, mon gros souci, c'est comment on va gérer notre présence dans ces organisations régionales qui étaient quand même facilitées parce que nous étions tous dans la même organisation CEDEAO. Ça, moi, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que... C'est normal. Voilà, mais je pense que c'est là, parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de prévus
au niveau de la gestion du fleuve Niger. Et je m'en vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. C'est que le fleuve Niger, l'autorité du bassin du fleuve, parce que dans le monde entier, ça c'est la gouvernance mondiale de l'eau qui est organisée comme ça. Ce qu'on appelle les cours d'eau transfrontaliers, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, qui sont en partage par 2 ou plusieurs États, on a créé des structures pour justement éviter les conflits autour de ces ressources en eau. Parce qu'on sait que le 21e siècle va être un siècle où il y aura beaucoup de compétitions pour l'eau et on prévoit qu'il y ait même beaucoup de conflits qui vont émerger à cause des compétitions autour des ressources en eau. Alors, l'autorité du bassin du Niger, vous allez voir le fleuve Niger, c'est quand même un des cours d'eau avec l'ABN qui était la mieux gérée dans le monde. Je ne parle pas en Afrique, à travers le monde. Il y a même souvent d'autres organisations de bassins de cours d'eau qui prennent contact avec l'ABN et avec l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, pour s'enquérir de la gestion du fleuve. Parce qu'il y a des projets, des grands projets, par exemple notre crise énergétique. Si on veut mettre fin à ça, on peut décider que on va utiliser à fond les ressources du fleuve pour construire même si ce n'est pas des grands barrages, des petits barrages par-ci, par-là, où on va avoir quelques petites centrales hydroélectriques qui vont approvisionner différentes parties du pays en énergie. Mais vous ne pouvez pas faire ça si les pays en aval ne sont pas d'accord. Parce que le fleuve, ils vont... Mais est-ce qu'il faut être forcément ensemble avant qu'ils soient d'accord? Mais justement, c'est pour éviter les conflits qu'on a décidé d'être ensemble pour créer l'agence de l'autorité du bassin. Parce qu'on savait que s'il n'y a pas une gestion concertée des ressources en eau, ça ne va pas bien. Regardez l'exemple entre ce qui se passe entre l'Éthiopie et puis l'Égypte et le Soudan. Bon, le Soudan dans une moindre mesure. Parce que l'Égypte n'est pas d'accord avec le barrage de la Renaissance. Mais pourtant, l'Éthiopie, voyant que sa population est en train de dépasser 100 millions d'habitants, la question énergétique est vitale. Ils n'ont pas d'alternative que de trouver une source d'énergie fiable pour leurs concitoyens. Est-ce que vous pensez que notre crise actuellement, crise énergétique, est-ce que vous pensez que c'est l'une des solutions auxquelles nous devons opter pour pallier vraiment ce problème? Et comment faire pour faire adhérer les autres? Bon, je m'en vais quand même tout de suite vous dire que moi, je ne suis pas énergéticien, spécialiste de l'énergie. Quoique, les barrages hydroélectriques, je les connais parce que l'eau, ça fait partie de mon domaine. Alors, je suis sûr qu'on ne va pas pouvoir résoudre notre problème énergétique dans le court terme si nous ne partons pas vers des solutions holistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut explorer. D'abord, on s'était tellement engouffré dans le thermique, on a négligé d'autres sources. Je pense que l'hydroélectricité va être une des composantes, l'éolienne va être une des composantes, le solaire, la biomasse, etc. Donc, ça va être des sources diversifiées, à mon avis. Et si l'État, et moi je pense qu'au niveau du... Vous savez que la Guinée était en train, justement dans le cadre de l'ABN, construire un barrage à Foumi. Alors, quand il va produire l'électricité, son barrage va être opérationnel. Le Mali, je pense que dans les accords, le Mali transportera une partie de cette énergie, de l'énergie de ce barrage. Ouais. Donc vous comprenez que le fait de se mettre ensemble, souvent, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Bon, mais je pense aussi que je suis sûr que quelles que soient les politiques qui seront là à un moment donné, pour ce qui concerne les aspects économiques, je pense que les gens vont se mettre ensemble, ou bien se remettre ensemble. Dans tous les cas, quand vous voyez que même les gens, le fait que les gens ont claqué la porte, c'est à cause des sanctions économiques, n'est-ce pas? C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec les sanctions économiques, parce qu'on estime que ça c'est vous qui le dites, pas forcément. Non, je veux dire, non, je ne suis pas en train de juger si ça devait ou pas se faire. Ce n'est pas ça mon propos, je ne suis pas qualifié pour ça. Ce que je suis en train de dire, c'est les sanctions économiques qui sont à la base de la friction qu'il y a eu entre les États où il y a eu des interruptions de la gouvernance constitutionnelle vis-à-vis de la CEDEAO. Oui. C'est juste ce que je veux dire. Okay. Donc, ce sont tous, quand vous regardez, l'économie en réalité c'est la base des relations internationales. La partie politique là, c'est du maquillage. Chacun gère chez lui normalement comme il veut, mais si on se met ensemble, on se met ensemble aussi sur certaines bases. Oui. Donc c'est là où la politique vient. Mais dans tous les cas, je suis convaincu que ce serait une très mauvaise idée de casser toutes ces organisations qui ne sont pas du tout politiques, qui sont techniques,
telles que l'autorité du bassin du Niger. Le Mali a même créé l'agence du bassin du fleuve Niger au Mali, qui est complètement différente de l'autorité. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur autour du fleuve. Alors, donc, si on a déjà une structure régionale qui permet de gérer par une grande concertation et un consensus, moi j'ai été expert auprès de l'ABN au compte d'une organisation internationale pendant très longtemps, pendant au moins 7 ans. Je connais très bien comment la boîte elle fonctionne. Toutes les décisions sont prises par consensus et les intérêts de chaque partie sont préservés. Donc c'est pourquoi quand on veut construire un barrage au Mali, ça passe par le circuit normal au niveau de l'ABN et puis c'est approuvé. Donc, c'est très important que ça soit préservé parce que je pense que c'est un acquis. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Café Scientifique, la science ou la science. Rien que la science, sa vulgarisation, c'est ici. Alors, nous parlons du fleuve Niger, connaissance scientifique sur la pollution du fleuve Niger. Si vous venez de nous prendre en marche, nous avons le professeur Sidi-Ba. Il est maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré, président de la coalition pour la sauvegarde du fleuve Niger, CNSFN. Alors nous tournons vers lui. Il y a quelques années, vous disiez qu'en 2024, 43 premiers étudiants, ils seront en mesure de construire des ouvrages de protection de l'environnement. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes en 2024. Oui, on est en 2024 et c'est la bonne nouvelle parce que tous les étudiants, c'est la première cohorte des étudiants ingénieurs environnementaux au Mali et dans la sous-région. Okay. Vous regardez toutes les universités, moi je n'ai pas connaissance d'une filière génie environnemental pour un master. Il y a certes des filières connexes, mais comme ingénieurs environnementaux, voilà. Donc cette promotion, elle a fini tous les cours théoriques et ils sont en stage et la plupart d'entre eux sont en train de finir leur stage. D'ailleurs, le premier étudiant de la promotion a soutenu son mémoire avec brio. Et donc, la promesse que courant 2024, on aura ces 43 étudiants ingénieurs environnementaux sur le marché du travail. En février. Oui, mais on est que février, on a encore 10 mois qui restent. 10 mois. Voilà. Donc, ils vont tous soutenir, Inch'Allah, au cours de l'année. Alors, face à la pollution du fleuve Niger, quelles sont les solutions scientifiques que vous proposez? Alors, les solutions scientifiques, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le côté citoyen. Vous savez que l'État a beau mis tous les moyens et toutes les conditions idoines possibles pour assainir l'environnement du fleuve. Si les citoyens même ne changent pas de comportement, j'ai peur que les efforts ne soient vains. Et ça veut dire quoi? Il y a trop de consommation de matières plastiques, surtout les sachets à usage unique. Il faut que les citoyens commencent à dire non. À dire non ou bien que l'État interdise même son Non, importation. c'est interdit par la loi. Il y a la loi 024... Bon, ça c'est les tests, mais dans l'application, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est ce que j'ai dit. C'est à l'État d'appliquer. Mais puisque l'État traîne les pieds pour faire appliquer la loi, que la population il faut prenne sa responsabilité. Et ça, nous avons des idées. Et d'ailleurs, ça a commencé. On s'est dit, imaginez-vous que le directeur général de l'aéroport, il a même pris, j'ai vu qu'il y a une décision qui est sortie, qu'à l'aéroport, il est interdit d'avoir des sachets plastiques à usage unique. Imaginez-vous que toutes les structures publiques et parapubliques du pays, les directeurs décident que chez nous, il n'y aura pas de sachets plastiques, il n'y aura pas de bouteilles plastiques. Même ici, dans l'enceinte où nous sommes, si on interdit l'entrée des sachets plastiques et des bouteilles plastiques dans l'enceinte, vous allez voir qu'au moins dans l'autre enceinte, ça va disparaître. Donc c'est ça, on est en train d'aller vers là maintenant. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs, je vous ai parlé, il y a même une coalition pour l'application de la loi 024 qui interdit la commercialisation, la production des sachets plastiques à usage unique. Donc ça, c'est des actions citoyennes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations parce qu'on a gagné une bataille, la prise de conscience. Les gens ont vraiment conscience que les plastiques, ce n'est pas bon pour l'environnement, encore moins bon pour le fleuve Niger. Donc ça, il faut que les actions soient poursuivies et qu'il y ait une synergie d'action pour éliminer cette forme de pollution. Mais ce n'est pas tout. Le dépôt des déchets solides dans le fleuve.
vous savez, souvent, quand vous vous promenez au bord du fleuve, selon le quartier où vous êtes, souvent, c'est des dépôts d'ordures que vous allez trouver dans le lit même, aux abords. Et ça, c'est les citoyens qui sont... C'est les citoyens. Mais ça aussi, ça soulève un autre problème qui est l'absence des espaces pour le dépôt des ordures. Parce que les espaces publics ont été tous pratiquement dilapidés. Donc, mais l'État peut exproprier les espaces qui étaient déjà réservés pour ces dépôts d'ordures et puis les remettre en marche. Ça, ce n'est pas extraordinaire à faire. Donc, du côté des citoyens, en plus des actions que les citoyens même doivent mener, les citoyens doivent aussi se mettre ensemble pour faire des propositions et même mettre la pression sur les services publics pour que ce que disent les textes, la loi, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais professeur, connaissant notre population, est-ce que vous êtes sûr que cette population est capable? Est-ce qu'elle est suffisamment éduquée? Est-ce que vous l'avez suffisamment éduquée pour quel cas? Bon, vous savez, les questions d'assainissement, on n'a pas besoin d'être... Bon, je ne sais pas ce que vous appelez être éduqué, aller à l'école. Non. Non. Bon, la population malienne, et je pense que toute la population africaine était déjà éduquée en matière d'assainissement. Okay. Quand vous partez dans les villages le matin, les bonnes femmes, quand elles se lèvent, la première des choses qu'elles font, c'est de balayer la cour. Oui. Et elles ne jettent pas les ordures normalement dans les rues. Oui. Et souvent, elles balayent même les rues et vous allez trouver qu'il y a un coin où on fait le dépôt des ordures. Oui. Donc pour moi, la question d'éducation et de la sensibilisation, elle est pratiquement réglée à ce niveau parce que les gens comprennent exactement quelles sont les conséquences et quels sont les avantages de la gestion des déchets, n'est-ce pas? Alors, en plus de ça, je dis il faut mettre l'accent sur la pression au niveau des pouvoirs publics. Oui. Il faut mettre la pression sur les collectivités territoriales parce que c'est elles qui ont les communes, les mairies. C'est eux qui ont la compétence de la gestion des déchets. Tant qu'on n'assainira pas suffisamment l'environnement urbain, les déchets vont toujours continuer à se retrouver dans le fleuve. Donc c'est à la source qu'il faut arrêter ce phénomène. Donc maintenant, là où les pouvoirs publics doivent aussi mettre l'accent, c'est au niveau des décharges de transit et des décharges finales. Parce que le gros problème qu'on a à Bamako, justement, j'étais dans une émission, on m'avait demandé, mais pourquoi Bamako est devenu très sale? J'ai dit, c'est très simple. Moi, je ne connais pas un seul pouvoir. En tout cas, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la problématique des déchets urbains au Mali, je ne connais pas un pouvoir qui n'a pas tenté une solution. Mais je dis, vous savez pourquoi ça n'a pas réussi? Parce qu'on n'a pas où amener les déchets de Bamako. Il faut qu'il y ait un endroit où les déchets puissent finir leur cycle. On avait un endroit à la Fiabougou. Oui, ça c'est un dépôt de transit, mais si vous voyez que ce n'est pas suffisant en 2-3 jours, même si on le ramasse 2-3 jours, c'est presque plein. Mais il y a un site, les déchets doivent finir dans un site d'enfouissement. C'est comme ça on les appelle. Alors, le site d'enfouissement de Noumoubou sur la route de Koulikoro, vous avez vu, il n'est pas opérationnel. Bon, je sais qu'il y a des initiatives en cours pour le rendre opérationnel. Mais il faut aussi, il faut d'abord appliquer ce qu'on appelle la hiérarchie de la gestion des déchets. C'est-à-dire, il faut, depuis à la source, diminuer ta consommation de ce qui peuvent être des déchets. Par exemple, chaque fois aller à la boutique, prendre des plastiques, venir. Souvent, il y a des choses, tu peux prendre même à la main. Par exemple, quand tu payes une bouteille d'huile, on te donne ça dans un sachet noir plastique. Mais tu n'as pas besoin du sachet, tu peux prendre la bouteille à la main. Souvent, on ne veut pas que le produit acheté soit visible en le transportant. Dans ce cas, il faut prendre son panier. N'est-ce pas? On peut prendre son panier. Donc, je veux dire, il y a des actions comme ça qu'il faut mener. Alors, maintenant, il faut aussi, ça c'est à la source, il faut diminuer la possibilité de générer plus de déchets. Réduction à la source. Après, il faut réutiliser les matières. Par exemple, les sachets plastiques, même si vous consommez, il faut les réutiliser à autre chose. Si au départ c'est pour les aliments, peut-être vous pouvez les utiliser pour stocker, je ne sais pas moi, des déchets avant de les mettre dans la poubelle, etc. Ensuite, il faut ce qu'on appelle recycler. Voilà, donc la transformation de ces déchets en d'autres. Maintenant, pour les plastiques, je vois qu'on veut faire du biocarburant, des pavés, tout ça c'est bon. Même si souvent, dans certains cas, le recyclage, ça pose problème. Mais il faut aller vers un recyclage. Parce que quand on recycle les déchets, ça veut dire qu'il y aura moins de déchets qui vont être jetés dans l'environnement. Et par exemple, la plupart des déchets chez nous, c'est de la matière organique, c'est des restes d'aliments.
ou bien en tout cas des matières putrescibles qui vont pourrir. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de matières organiques. Donc ça, on peut produire beaucoup d'engrais avec ça, on peut produire du biogaz avec ça, de l'électricité. C'est quand rien ne se perd. Oui, exactement. Et en plus de ça maintenant, parce que ça, quand on applique cette hiérarchie de la gestion des déchets, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Au lieu de consommer une matière et puis après c'est la poubelle, non, il faut le réutiliser pour quelque chose. Par exemple, nos habits, quand ça vieillit, quand c'est déchiré, on n'aime plus. Au lieu d'aller jeter à la poubelle, on peut peut-être voir quelqu'un peut-être qui a moins de moyens que nous peut se donner la peine de prendre un fil et une aiguille et coudre là où c'est déchiré et porter. C'est une autre vie pour notre habit. Alors si on peut aussi utiliser les habits parce que c'est du textile. On peut les broyer et puis la matière, ça peut rentrer dans des, je sais pas moi, dans des matières matériaux de construction, etc. Donc c'est ce qu'il faut faire pour réduire la quantité de déchets qui aboutit à la disposition. Merci, professeur Siliba. Alors, nous entamons cette dernière partie, cette dernière question. Il y a 150 espèces aquatiques qui sont menacées si le fleuve est pollué. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter cette pollution, il faut en tout cas la réduire au minimum possible. Alors, ça, c'est tout ce qu'on était en train de dire. Dans le cas de nos pays, au niveau urbain, il faut des stations de traitement des eaux usées et une bonne gestion des déchets solides dans les rues. Au niveau des zones agricoles, où on utilise beaucoup d'engrais chimiques et de pesticides, là aussi, il faut des systèmes de traitement des eaux usées, parce que les eaux usées agricoles aussi existent. Quand vous prenez l'eau, vous irriguez votre périmètre, votre champ, à un moment donné, vous drainez l'eau quand vous n'avez plus besoin. Normalement, les eaux drainées doivent aussi aboutir à une station de traitement des eaux agricoles pour enlever toute cette matière organique et puis les nutriments, du phosphore, l'azote et aussi les engrais chimiques, les pesticides qui se trouvent. On doit éliminer tout ça avant de remettre ça. Comme ça, l'eau, normalement, avant d'être rejetée, doit répondre à une certaine norme de qualité qui préserve l'écosystème aquatique. Donc si on fait ça, on aurait gagné la bataille de la lutte contre la pollution. Et c'est toutes les activités, pas seulement agricoles, urbaines, mais industrielles, minières, tout ça, etc. qu'il faut faire. Ok, d'accord. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est de remercier beaucoup JSTM et puis JSTM, oui. Et puis la télé Lafia. Je salue beaucoup tous vos techniciens et vous-même. Et puis, une dernière fois, avec votre permission, je présente aussi mes condoléances à la famille Samasekou, à tous ses proches. C'est une grande perte pour le pays et particulièrement pour la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. Et j'espère qu'on aura d'autres initiatives pour échanger beaucoup sur ces questions de pollution. Merci. Revenez quand vous voulez, professeur Siliba. Merci beaucoup, Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort. C'était avec le professeur Siliba. Il est maître de conférence à l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré, président de la coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger, auteur du livre Le péril de la pollution sur le fleuve Niger. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.